Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février 2017 et le titre du jour est CAC 40 et DAX sous résistance. En effet, après 5 séances consécutives de hausse, le CAC 40 est passé de ses plus bas annuels, les 4740 points, support clé, à ses plus hauts annuels, les 4930 points qu'il avait travaillé en début d'année et sur lesquels nous venons de revenir très rapidement. Le DAX a fait de même. Il avait pris appui sur sa zone de support entre 11 400 et 11 500 points. Et il est parti à pleine vitesse ces dernières séances pour atteindre les 11 840 points. Ce sont ses plus hauts en cours de clôture. Ce matin dans la matinale, je vous disais qu'on était juste sous résistance. Je vous ai écrit une analyse sur le site de CMC Markets dans la rubrique analyse pour vous dire que le CAC 40 était pile poil sous résistance. Et ce midi, je vous ai bien montré que le CAC, le DAX était sous résistance, que le DAX commençait à plier, que le CAC tenait bon. Mais j'expliquais que alors que le DAX et le S&P 500 se repliaient, le CAC 40 lui était peut-être en train de faire un petit excès. Et donc le CAC 40 a testé les 4925 points au plus haut, pratiquement ses plus hauts annuels, puis il a fini par reculer un petit peu par la suite. Alors des résistances, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas les casser. Simplement, nous avons des tendances haussières à moyen terme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, donc une plus forte probabilité de hausse que de baisse. Simplement, après 5 séances consécutives de hausse, les opérateurs ont parfois besoin de prendre des bénéfices, de respirer, et alors que les indices européens se retrouvent pile poil sous ces niveaux de résistance, eh bien, si des prises de bénéfices ont lieu, on pourrait assister à des échecs et alors à des replis avant éventuellement que l'on reparte par la suite dans le sens de la tendance, qu'on casse les résistances et qu'on aille chercher de nouveaux records, ce qui serait possible au vu de l'actualité, de la macroéconomie, de la faible volatilité, de la confiance des opérateurs. Mais sait-on jamais, ne berçons pas non plus dans l'euphorie. Bienvenue à tous donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, également tous ceux qui nous regardent sur YouTube et Manuel pour vous répondre. Oui, nous allons parler d'un hypothétique double creux sur la fève de cacao. J'y viendrai dans quelques instants. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, consolidation du S&P 500 dans les premiers échanges. On était à 2334 points juste avant le début de cette émission. C'est le même schéma que sur les indices européens. On a connu 5 séances consécutives de hausse, soutenues par des bons chiffres, que ce soit des publications macroéconomiques ou des publications d'entreprises, et également toujours par cette anticipation des opérateurs de mesures de la part de Donald Trump. Le DAX a atteint donc sa zone de résistance, ses plus hauts annuels en cours de clôture à 11 840 points. Il respire sous ce seuil, il a perdu 1% en intraday sous ce seuil. Donc on a bel et bien ici une résistance claire qui se dessine, au-dessous de laquelle on peut consolider, au-dessus de laquelle on pourrait connaître une accélération en direction des 12 000 points. Le VIX gagne 1,61%, ça reste très faible, il rebondit un tout petit peu. Il faut dire tout de même que le VIX avait perdu 12% ces 5 dernières séances. Donc de la même façon que vous avez des indices américains qui sont fortement montés, qui consolident, vous avez le VIX qui a fortement baissé, qui remonte un petit peu. Pour autant, est-ce que les marchés américains vont chuter et le VIX s'envoler ? En l'absence de mauvaises nouvelles de catalyseurs négatifs, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le pétrole WTI est très attentiste en vue des stocks à 16h30. On en a parlé plusieurs fois ces dernières séances. Vous avez d'une part 2 facteurs qui pèsent sur les cours du pétrole. La production américaine qui augmente et les stocks de pétrole qui sont positifs toutes les semaines.
Et vous avez un point positif qui soutient particulièrement bien les cours de l'énergie, du pétrole, c'est que l'accord des pays producteurs de pétrole a été respecté à 93%. Donc voilà, ça veut dire que les pays producteurs, OPEP et non-OPEP, peuvent arriver à s'accorder, pourraient s'accorder à l'avenir, et si tel devait être le cas, ils pourraient de nouveau ajuster, j'ai pas envie de dire faire la pluie et le beau temps, mais en gros avoir un impact fort sur les cours du pétrole. Double creux journalier potentiel sur la fève de cacao à 1870 $. Donc Manuel, vous en parliez en introduction de cette émission. Je vous ai écrit un point sur différents actifs à surveiller, dont la fève de cacao avant-hier. Les cours de la fève de cacao sont baissiers, ils ont perdu plus de 40% l'espace de 15 mois. On a cassé un support datant de 2011 à 1970 $. On a perdu 100 $ dans la foulée, puisque c'était une cassure de support. Ça a engendré donc une accélération. Néanmoins, comme je le montrais graphiquement en données journalières, les cours sont survendus, les indicateurs survendus. Les cours sont d'un canal baissier dont on approche de la borne basse. Une réaction dans cette zone de prix n'aurait donc rien d'illégitime. Hier, on s'est stabilisé. Aujourd'hui, on a réalisé un double creux en données horaires et journalières sur les 1870 $. Donc à très court terme, les acheteurs tenteraient potentiellement de reprendre hypothétiquement la main. Le double creux est un point positif. Si on clôture dans le vert, ce serait encore mieux. Si on réalise un avalement haussier, un marabozu ou bien une étoile du matin, tout ça, ce sont des formations potentielles de chandelier ou de figures de retournement à la hausse. Pour l'instant, ce sont des supputations, donc chaque chose en son temps. Il est intéressant de surveiller la fève de cacao dans la zone de prix actuelle. On a des prémices de prise en main acheteuse qui restent à confirmer. Concernant l'argent et l'or, cela fait 6 semaines que les métaux précieux montent. L'argent et l'or montent gentiment dans des tendances haussières, dans des canaux haussiers assez propres. L'argent et l'or ont testé les plus bas de leur dernière séance aujourd'hui parce que le dollar est relativement fort. Parce que le dollar est fort, l'argent et l'or sont sous pression. Néanmoins, notons que l'argent et l'or plient mais ne rompent pas. Je vous ai indiqué sur l'or le support clé des 1220 $. On ne l'a toujours pas cassé pour le moment. Donc il convient de rester factuel, pragmatique et neutre pour le moment. 5e séance de hausse d'affilée pour le dollar index à 101,6 points, zone particulièrement travaillée fin novembre, début décembre 2016. Depuis maintenant 2 semaines, ça fait à peu près 11 séances que le dollar index se reprend depuis ses plus bas annuels dans la zone des 99,4 points. On a eu un regain d'intérêt des opérateurs pour le dollar parce que les chiffres économiques sont bons, voire même supérieurs aux attentes, parce que Janet Yellen, la présidente de la Fed, nous a expliqué qu'elle allait monter les taux cette année. Suite à la publication des chiffres de cet après-midi, on a la probabilité d'une hausse de taux au vu des Fed Funds qui est passée de 34 à 40%. Elle était à seulement 30% il y a 2 jours. Donc c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Si cette probabilité s'envolait au-dessus de 50%, la Fed pourrait monter potentiellement ses taux en mars, auquel cas le dollar index en profiterait clairement. Et puis enfin, l'USD-Yen retrouve une zone de résistance à 115-115,50, tout comme le dollar index qui retrouve une zone de résistance. Donc simplement, on a suivi le rebond des indices depuis 5 jours, on est passé de support à résistance. On a suivi le rebond du dollar depuis 10 jours, on est passé de support à résistance. On a suivi également sur l'USD-Yen la sortie du range 111,50, 112,50. Les prix ont gagné 250 pips depuis. Donc voilà, à court terme, je fais état de ces zones de résistance sur le CAC, sur le DAX, sur le dollar index, sur l'USD-Yen. Et tant qu'on n'a pas de cassure claire de ces seuils-là, eh bien, des consolidations pourraient intervenir. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, que constate-t-on ? Eh bien, ce sont les bancaires qui mènent la danse.
avec Banco Bilbao en Espagne en tête, puis Deutsche Bank. Dans les françaises, on retrouve BNP et Société Générale qui profitent des bons résultats de Crédit Agricole. Crédit Agricole, vous ne la voyez pas parce qu'elle est dans l'Eurostoxx 600, mais pas dans l'Eurostoxx 50. Et dans les baisses, on retrouve de l'automobile avec Bayer, avec Daimler et aussi les valeurs françaises que vous ne voyez pas ici qui sont aujourd'hui en recul. Côté statistique, on a eu les ventes des manufactures au Canada, plus 2,3% contre un consensus à 1,4%. Ensuite, on a eu de très bons chiffres aux États-Unis. On a eu l'indice des prix à la consommation US, donc le fameux CPI, les mesures d'inflation, qui est ressorti en hausse de 0,6%, sa plus forte hausse en 4 ans, alors que les opérateurs attendaient 0,3%. On a eu les ventes au détail aux États-Unis qui sont ressorties en hausse de 0,8% contre un consensus à 0,4%. Seul petit bémol, la production industrielle américaine est ressortie en baisse de 0,3% contre des attentes positives à 0,1%. Le chiffre du jour, c'est moins 75. Moins 75, c'est le pourcentage de baisse des contraintes réglementaires évoquées par Donald Trump. Ce chiffre fait peur à certaines industries parce que si vous dérégulez dans l'industrie bancaire, ça peut aider le secteur. Par contre, si vous dérégulez dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, eh bien, ce que craignent en fait les géants de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'une agence du médicament trop laxiste, donc moins de réglementation, peut engendrer du laxisme, que cela démonétise en fait leurs produits. Voilà, donc plus il y a de la réglementation, plus il est complexe de mettre sur le marché un médicament. Ça permet donc de suivre le processus de création du médicament, puis son lancement, puis sa monétisation. Si vous abaissez la réglementation, potentiellement, eh bien, ça ouvre plus de concurrence dans le secteur, ça peut déréguler le secteur et ça peut tout simplement attaquer les bénéfices de ce secteur. Donc la déréglementation, gardez en tête que c'est une bonne chose pour certains secteurs, mais pas pour tous. Enfin, côté entreprise US, peu de publications ce jour, mais dans les principales, on a l'assureur AIG qui a terminé l'année en perte en 2016. Au 4e trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 3 milliards de dollars. Le conseil d'administration a par ailleurs autorisé une augmentation du programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars, portant celui-ci à 4,7 milliards. Donc AIG, comme de nombreuses sociétés américaines, rachète soit avec sa trésorerie, soit avec de la dette, ses propres titres pour le soutenir. Vous me direz, mais pourquoi font-ils ça ? Eh bien, certaines sociétés ont du cash, mais plutôt que de faire des acquisitions, eh bien, elles préfèrent s'acheter elles-mêmes. C'est le meilleur placement qu'elles ont trouvé. On n'a jamais eu autant de rachats d'actions par les entreprises américaines que ces 3-4 dernières années, et c'est ce qui soutient encore plus le marché américain. Bien évidemment, c'est un petit peu de la triche que les sociétés américaines avec leur cash achètent leurs propres titres. C'est du jamais vu et ça laisse entendre qu'à moyen long terme, c'est pas très bon pour les sociétés en question, parce que quand vous avez une société qui a de l'argent, généralement, elle va investir, elle va se développer, elle va essayer de faire des acquisitions externes. Si au contraire la société ne se développe pas, n'acquiert pas d'autres sociétés, etc., c'est qu'elle n'a pas confiance potentiellement et qu'elle se recroqueville un peu sur elle-même. Donc on verra comment tout cela se termine. Sinon, le fonds Berkshire Hathaway de Warren Buffett a encore accru sa participation dans Apple, selon un document déposé auprès des autorités des marchés financiers américains. La société d'investissement donc possède désormais 57 millions d'actions du fabricant de l'iPhone, une action qui vaut plus de 130 dollars, donc là ça représente 8 milliards de dollars, une belle somme. Apple qui a profité ces dernières semaines de bons résultats et qui a enregistré de nouveaux records historiques. Et puis enfin PepsiCo a présenté des résultats meilleurs que prévu au 4e trimestre. Le bénéfice par action est ressorti à 1,20 $, soit 4 cents de mieux que le consensus Reuters. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, on retrouve Coty en hausse de 4,9%. Pour ceux que ça intéresse, Coty, c'est une belle configuration puisqu'on est dans un range depuis 3 mois et on assiste en fait à un triple bottom sur les plus bas.
Ensuite, dans les hausses, on retrouvait General Motors. Le titre est recherché. Je ne sais pas si vous avez suivi cela, mais Opel pourrait être racheté par PSA et General Motors. Et dans les baisses, on retrouve Scana Corporation, qui est un spécialiste du gaz naturel, qui perd 4,5%, alors que les cours du gaz naturel ont perdu 15% ces 4 dernières semaines. Enfin, on retrouve Fleur System, plus forte baisse, moins 6%. Belle configuration de double top avec un échec sur les 36-37 dollars. Bel échec sous résistance donc pour ce titre. Voilà, sur ce, vous l'aurez compris, le sentiment de marché n'a pas changé, les marchés sont toujours complaisants, les indices sont haussiers à moyen et long terme. Néanmoins, à très court terme, après 5 séances consécutives de hausse, on assiste à une petite stabilisation aux États-Unis. Qui dit stabilisation aux États-Unis dit prise de bénéfices légères sous résistance sur le CAC et le DAX. Bien évidemment, si le S&P 500 arrive à passer en force ses plus hauts et à continuer d'accélérer, à enregistrer une 6e séance consécutive de hausse, le CAC 40 et le DAX pourraient casser leur résistance, mais n'allons pas trop vite en besogne, nous sommes sur une zone clé, attendons la clôture pour pouvoir constater. Enfin, je vous invite à aller voir sur notre site internet CMC Markets dans la rubrique Actualité. Vous y retrouvez toutes mes émissions enregistrées, vous y retrouvez également les vidéos de Tradosaur, et vous y retrouvez mes analyses quotidiennes. J'ai écrit récemment sur le café, sur la fève de cacao, sur le CAC à 2 reprises, sur l'indice américain, et je vous invite donc à aller faire un tour sur notre site. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne fin de journée, et j'espère vous retrouver demain matin dès 10h pour la matinale de CMC Markets. Au revoir à tous.